Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur qui s'intitule À qui appartient la responsabilité de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion au sein des établissements d'enseignement supérieur. Je suis Audrey Bouchard-Lachance, responsable de la mobilisation des connaissances à l'ORES et je serai votre animatrice pour le webinaire d'aujourd'hui. L'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l'ORES, a au cœur de sa mission la réussite étudiante. L'ORES veut un lieu de convergence pour les acteurs et les actrices de l'enseignement supérieur où l'on valorise les savoirs actuels sur la réussite. L'Observatoire s'intéresse aux questions d'accessibilité, de persévérance et de réussite en enseignement supérieur, et ce, tant au collégial qu'à l'université. Avant de vous présenter un peu plus amplement la thématique du webinaire et nos panélistes, voici quelques informations techniques. Comme nous sommes en mode webinaire, il est normal que votre micro et votre caméra soient désactivés. Nous vous invitons donc à utiliser l'outil questions et réponses qui se trouve au bas de votre fenêtre Zoom pour poser vos questions aux panélistes tout au long des présentations. Notez toutefois que les questions seront répondues à la toute fin du webinaire lors de la période de questions. Il est également possible que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions posées. Sachez que le webinaire sera enregistré. L'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation, sur le site de l'ORES. En temps venu, vous recevrez un courriel pour vous aviser que le tout a été rendu disponible. Ce webinaire découle du tout premier dossier thématique de l'ORES lancé en mars dernier et intitulé Équité, diversité et inclusion au cœur de la réussite étudiante. Dans ce dossier, un des enjeux principaux réside dans la responsabilité partagée de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans les établissements d'enseignement supérieur. Au-delà des pédagogies inclusives, comment les collèges et les universités peuvent-elles s'assurer de mettre en place des processus favorisant l'EDI dans l'ensemble de leur structure? Le webinaire qui est offert aujourd'hui vise à éclairer des enjeux et défis liés au partage de cette responsabilité, ainsi que des exemples concrets de démarches institutionnelles au niveau collégial et universitaire. L'ORES prend à cœur sa responsabilité d'être inclusif dans tous les volets de son mandat. Nous visons à offrir les activités les plus accessibles possibles et mettons en place plusieurs mécanismes afin de diversifier les points de vue offerts. Nous continuerons nos efforts afin de bonifier nos pratiques en ce sens et vous invitons à nous transmettre vos commentaires s'il y a lieu. Avant de commencer l'activité, je vais vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Alors, Jean-Philippe Beauregard est consultant principal chez EDI, Équité, Discrimination, Diversité, Inclusion. Diplômé en sociologie, il accompagne les organisations pour favoriser l'adoption de meilleures pratiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Par son expérience comme professeur en enseignement supérieur, ses articles dans les revues scientifiques, ses présentations dans les colloques et ses interventions dans les médias, Jean-Philippe a sensibilisé plusieurs personnes aux enjeux de diversité et d'inclusion au travail. Par ses expériences, il a également su développer sa capacité à vulgariser le savoir, ses habiletés en communication et son pragmatisme. Il est également membre de la chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi de l'Université Laval. Lynne Coulombe est directrice des affaires étudiantes au Collège Antique. Diplômée en animation et recherche culturelle ainsi qu'en gestion et développement des organisations, elle a occupé plusieurs fonctions comme conseillère à la vie étudiante et à l'aide financière aux études dans différents cégeps. À ce jour, elle cumule plus de 15 ans d'expérience à titre de gestionnaire au collégial, où elle a successivement été responsable de l'implantation de certains programmes d'études, de la réussite, du développement de l'international, des communications et, bien entendu, des affaires étudiantes. Maintenant directrice des affaires étudiantes au Collège Antique depuis 8 ans, ce sont les dossiers d'accueil et d'intégration, de même que ceux touchant l'équité, la diversité et l'inclusion, qui retiennent particulièrement son attention. Patrick Doucet est vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur à la transformation numérique à l'Université de Sherbrooke. Il est également professeur au département de génie mécanique depuis septembre 2000. Au sein de la faculté de génie, il a agi à titre de vice-doyen à la formation, puis de doyen pour 2 mandats consécutifs. Spécialiste en méthodologie de conception et en pédagogie universitaire, il a pris part à de nombreuses conférences et missions, tant à l'échelle nationale qu'internationale. En reconnaissance aux travaux réalisés,
pour favoriser la diversification du corps professoral de la faculté de génie. Il a reçu en 2021 le prix Égalité Thérèse Casgrain dans la catégorie Alliés. Et finalement, Emmanuelle Dufour, qui ne peut pas être là avec nous, mais qui aura sa présentation tout de même. Donc, Emmanuelle Dufour est conseillère pédagogique équité, diversité et inclusion au Collège Annecy. Elle est titulaire d'une maîtrise en anthropologie articulée autour de la sécurisation culturelle des étudiants et étudiantes autochtones au postsecondaire. Elle détient également un doctorat en éducation par les arts portant sur les relations entre les populations autochtones et allochtones du Québec. Elle œuvre également en tant qu'illustratrice et facilitatrice graphique pour différents projets avec plusieurs groupes et organismes des Premières Nations. Emmanuelle mène actuellement un postdoctorat au Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones, le CIERA, et enseigne comme chargée de cours à l'Université de Montréal et à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, voilà pour les présentations. Je céderai maintenant la parole à notre premier panéliste, Jean-Philippe Beauregard. Bonjour tout le monde. Vous voyez bien mon écran. J'imagine, on a déjà fait le test. Donc, je vous remercie d'être présent et présente aujourd'hui. Je remercie Laurence de m'avoir invité à présenter dans le cadre de ce panel. Donc, je vais discuter de discrimination, racisme en enseignement supérieur aujourd'hui en lien avec la question centrale là, qui est la responsabilité. Donc, petit plan pour vous montrer qu'est-ce que je vais couvrir en l'espace de quelques minutes. Je vais être concis. Donc, je vais parler de l'accès aux masters en France, les étudiants et étudiantes internationaux au Canada, élèves et étudiantes noirs au Québec, étudiants et étudiantes autochtones dans les universités québécoises et de quelques pistes pour responsabiliser, outiller les agents du changement en matière de DI. Ça fait beaucoup. Donc, je vais enchaîner tout de suite. Donc, l'accès aux masters en France a fait l'objet d'une étude récemment, en fait, qui s'est déroulée même en 2 temps. C'est sur la base de la méthode du testing que ça a été fait. Donc, des courriels ont été envoyés par des chercheurs et des chercheuses pour demander des informations relativement à l'accès à la maîtrise en France. Donc, un premier testing qui a été fait en 2021. On envoyait des demandes avec un nom d'un français typique, avec le nom d'un français aussi typique avec un handicap et avec le nom d'un étudiant français avec un nom d'origine maghrébine, nord-africaine. Donc, on envoyait des demandes dans près de 20 universités et ce que les résultats ont montré, c'est qu'il y avait moins de retours, en fait, moins de réponses positives aux questions qui étaient posées pour le candidat d'origine nord-africaine. On parle de moins de 12 %. On ne parle pas de l'accès, on parle vraiment de demander des informations. Pour être sûr qu'il n'y avait pas de biais ou de contexte qui influençait le résultat, on a refait l'étude une année plus tard en envoyant plus de demandes. Cette fois-ci, comme le candidat en situation de handicap n'avait pas été discriminé, on s'est intéressé plutôt à la question de genre. Donc, on a envoyé 4 candidatures, si on veut, 4 demandes, en fait, avec les noms d'un Français et d'une Française, et la même chose avec des noms d'origine nord-africaine cette fois-ci. On a observé le même résultat. Donc, moins de 11 % de chances pour les candidates au nom à consonance maghrébine. Donc, les résultats se sont maintenus dans le deuxième volet de l'étude, ce qui montre qu'il y a vraiment une discrimination importante selon l'origine ethnique, mais qui a été invalidée par rapport à l'hypothèse du genre. Le fait d'être une femme française ou d'être une femme maghrébine n'influençait pas le résultat, c'est vraiment l'origine qui est déterminante dans cette étude. Similairement, aux États-Unis, on a vraiment eu des études qui ont montré à peu près les mêmes choses. On a eu, des études qui ont montré qu'il y avait moins de facilité pour accéder aux études universitaires si on était une femme, une personne à faible revenu ou membre des minorités visibles ou racisées. Donc, dans ce cas-là, je pose la question, on y reviendra à la fin, c'est vraiment la thématique aujourd'hui. À qui est la responsabilité dans ce cas-là? Bien là, ça touche seulement aux personnes qui répondaient, en fait, aux demandes d'information. Dans ce cas-là, c'est les professeurs responsables des diplômes de maîtrise dans cette étude. Pour ce qui touche les étudiants et étudiantes internationaux au Canada, je vous fais un bref résumé d'une étude qui a été menée récemment, une étude vraiment la première à l'échelle canadienne pour sonder les étudiants et étudiantes internationaux en matière de EDI, si on veut, donc s'ils vivaient des cas de discrimination, de racisme, des choses comme ça. Donc, on a sondé les gens par un sondage sur Internet
plus de 700 personnes qui ont répondu, essentiellement des femmes âgées de 17 à 30 ans et qui étaient des étudiantes à ce moment-là de premier cycle. La majorité des répondants ont dit ne pas vivre de situation de discrimination ou très peu. Par contre, d'autres répondants ont estimé être discriminés par des étudiants canadiens. Près d'1 sur 4, en fait, environ 1 sur 4 s'estimaient discriminés de cette manière ou un peu moins là, par des étudiants internationaux. Selon l'origine ethnique ou l'ethnicité, le lieu de naissance ou la religion, les principaux motifs pour lesquels les gens estimaient être discriminés. Et aussi, dans 1 cas sur 6, c'était par des professeurs ou d'autres membres du personnel, ce qui n'est pas une donnée à négliger non plus. Les chercheurs et les chercheuses ont sondé les personnes en offrant la possibilité d'ouvrir justement sur leur propre expérience pour voir qu'est-ce qui serait des pistes de solutions. Donc, des questions ouvertes de ce côté-là. On a parlé beaucoup, c'est la principale solution identifiée, d'offrir régulièrement des ateliers de sensibilisation au contexte culturel canadien. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui est légitime de faire? Qu'est-ce qui est légal de faire au Canada en tant qu'étudiant ou étudiantes internationaux. La question du soutien financier est très importante. Il y en a trop peu selon ces étudiants qui ont des contraintes, qui ne peuvent pas travailler autant que les Canadiens ou les Canadiennes. Améliorer aussi les services qui sont offerts et les activités qui permettent de réseauter, de socialiser, donc de s'intégrer à ces étudiants qui proviennent de l'étranger et ultimement offrir une assurance santé publique, ce qui réduirait de façon substantielle les coûts pour cette population étudiante. Dans ce cas-là, à qui la responsabilité? Bien, vous voyez que c'est autant pour les étudiants et étudiantes qui sont canadiens qui ont été visés, les gens qui perçoivent être discriminés de leur part, par rapport aussi aux professeurs, aux membres du personnel. Et quand on regarde du côté des pistes de solutions, c'est les institutions qui sont en position d'offrir des ateliers de sensibilisation, voire d'augmenter le soutien financier. On peut penser aux différents paliers aussi gouvernementaux et pour la question de l'assurance publique. Donc, on voit qu'un public élargi dans ce cas-là, quand on regarde la responsabilité en lien avec l'UDI ici sur cette question des étudiants internationaux. Si on regarde rapidement, encore une fois, les élèves et les étudiants ou étudiantes noirs au Québec, je fais référence à une étude qui a sondé d'une part ceux qui sont au niveau primaire et secondaire au Québec. Donc, c'était des élèves et des étudiants qui étaient originaires d'Haïti, Afrique subsaharienne ou nés spécifiquement de parents haïtiens qui ont répondu, qui ont été visés par l'étude en question, qui ont rapporté c'était quoi exactement de vivre la discrimination en milieu scolaire ou du racisme systémique. Donc, c'est vraiment des mots qui ont leur importance. Vous allez voir les expériences qui sont rapportées par les personnes en question. On parle d'une exposition beaucoup plus importante, bien sûr, là, que d'autres groupes racisés, au profilage racial, à la discrimination et au racisme, autant par des pairs que des membres du personnel scolaire. Donc, on peut voir des résultats similaires à ce que je viens de présenter en ce qui concerne les étudiants internationaux pour des élèves et des étudiants qui sont probablement nés ici pour la majorité d'entre eux. Et ce qu'on voit aussi pour illustrer un effet de la discrimination, c'est qu'il y a une surreprésentation de ces populations justement dans l'adaptation scolaire et dans la formation générale pour les adultes. Donc, il y a une difficulté à progresser au rythme qui est attendu normalement. Donc, il y a des obstacles lors justement du passage de ces élèves et étudiantes en milieu scolaire au Québec. Et quand on regarde un peu plus loin, donc dans les universités montréalaises, la même étude s'est intéressée à cette question-là, donc à la perception qu'ont les élèves et les étudiants et étudiantes noirs au niveau supérieur dans les universités montréalaises. Deux choses qui sont ressorties de l'étude, c'est qu'il y a une perception d'une frontière entre les Blancs et les Blanches. On peut penser aux expressions qu'on utilise au Québec, que je mets en guillemets, de souche, pure laine, et les autres groupes. Donc, pas nécessairement seulement les étudiants et étudiantes noirs, mais d'autres groupes qui sont racisés, qui ne se sentent pas appartenir à cette majorité, et plus de situations de micro-agressions qui sont vécues par ces groupes d'étudiants dans les universités montréalaises. Et deuxième chose, on a rapporté également qu'il y avait une absence de modèle. Il n'y a pas assez de modèles au niveau justement des professeurs, au niveau des gestionnaire, pour qu'ils puissent et elles puissent se reconnaître et développer un fort sentiment d'appartenance dans les universités. Donc, aspirer à être professeur, aspirer à être gestionnaire, sentir que l'on peut accéder à ces positions qui sont, encore une fois,
fortement représentés par des personnes qui appartiennent au groupe majoritaire qui est perçu, donc de l'autre côté de la frontière. Donc, cette idée-là qu'il y aurait une frontière qui n'est pas nécessairement visible, mais qui agit quand même dans la réalité. Dans ce cas-là, encore une fois, qui est la responsabilité? Bien, on peut penser au personnel qu'il y a dans les institutions scolaires au Québec à tous les niveaux. C'est pas ciblé de façon précise dans ce cas-là, mais on peut penser aux pairs aussi, ceux qui les accompagnent dans leurs études, les autres élèves, étudiantes de toutes sortes qui peuvent avoir une influence sur les perceptions de ces groupes qui ont ce sentiment de ne pas être à la même position, de ne pas avoir accès aux mêmes ressources que ceux qui appartiennent au groupe majoritaire. Bref regard, encore une fois, sur les étudiants et étudiantes autochtones dans les universités québécoises, études qui permettent de faire ressortir comment est vécu le racisme de ce côté-là, d'un point de vue individuel, institutionnel et systémique. Donc, citation d'une étudiante qui dit, une fois chargée de cours, a dit, vous savez, par exemple, les Indiens, déjà, ça ne part pas bien. Donc, des mauvais mots qui sont utilisés, qui ont une connotation négative, dans ce cas-là. Et une pratique aussi qui peut être employée par les professeurs. Je me rappelle très bien d'avoir été dans cette situation-là. Ce n'est pas évident, puis on pense même peut-être bien faire. Quand on a un autochtone dans la classe, qu'on pense, qu'on le sait, essayer de lui poser des questions, de le faire intervenir sur certaines questions, bien, il y a le danger, le risque qu'il passe pour l'autochtone de service. Mais en même temps, c'est très délicat cette question-là, mais ce n'est pas bien perçu dans cette étude, justement, d'être référé dans cette situation-là pour parler au nom des Autochtones. Et ce n'est pas simple du tout en tant que professeur, on ne peut pas parler non plus à leur place. Au niveau du racisme institutionnel, deux choses qui sont ressorties. D'une part, c'est l'absence de mécanismes pour lutter contre le racisme à proprement parler dans la plupart des institutions d'enseignement supérieur au Québec. Puis c'est à l'instar de ce qu'il y a dans la province. Il n'y a pas de loi actuellement qui nous permet de lutter contre le racisme. Et la deuxième chose, une sous-représentation au niveau des membres du corps professoral ou même des étudiants et étudiantes autochtones qui ne permettent pas, encore une fois, de se voir, de se représenter, s'identifier à soit ces postes de professeurs ou d'étudiants. Et dernière chose, l'enseignement qui est fait dans la langue coloniale pour la plupart des institutions, toute exception faite en fait du collège qui est destiné aux Autochtones, c'est en anglais ou en français. Donc, il y a cette réalité-là aussi qui peut être vécue de façon négative par les Autochtones. Et quand on parle de racisme systémique dans ce cas-là, il peut y avoir l'allusion au fait qu'on est effacé ou qu'on ignore, qu'on accorde peu d'attention aux réalités autochtones, aux problématiques qui sont vécues, à des problèmes qui sont historiques, qui remontent très, très loin dans l'histoire de la société québécoise où l'accès inéquitable aux ressources, on parle d'accéder aux bourses, d'accéder aux études, d'accéder au travail, au logement, etc., ça entre dans ce qui est appelé racisme systémique. Donc, dans ce cas-là, la responsabilité est à qui? Vous allez voir un peu où je m'en vais dans la dernière diapositive que je présente aussi. Il y a les personnes qui sont en poste, justement, qui sont responsables, donc dans les institutions, dans les classes, pour toucher à ces questions-là, mais ça fait aussi référence à d'autres personnes qui peuvent entourer, donc les accompagner, les étudiants ou les étudiantes autochtones dans leur parcours. Donc, la responsabilité, je dirais qu'elle est partagée et je vous le permettrai, vous allez voir en fait une présentation qui va montrer tout ce qui peut être fait par rapport à la réalité des personnes autochtones pour vraiment sensibiliser tous les membres de l'institution, mais j'utiliserai une analogie pour parler de la responsabilité en question en matière de DI. Une institution d'enseignement supérieur au Québec, si vous me l'accordez, c'est un peu comme une famille, à la différence qu'il n'y a pas des mineurs, en fait, qui sont inclus, mais quand même des personnes qui sont responsables de cette institution et qui ont un certain rôle de leadership à jouer pour dire on s'en va où exactement et prendre des engagements. Et après ça, toutes sortes de personnes, des professeurs, des professionnels, les étudiants, étudiantes, etc., des employés de tout ordre au sein des institutions qui ont leur rôle à jouer. Quelques pistes qui peuvent être justement entreprises pour faire avancer la cause de DI, donc s'assurer que tout le monde se sente plus reconnu, accueilli au sein des institutions
d'éducation supérieure au Québec, effectuer des diagnostics pour lutter contre les biens conscients, parce que si je renvoie à la première situation, en France, ce n'est pas nécessairement voulu de ne pas répondre aux personnes avec un nom à consonance maghrébine, mais il y a beaucoup de biens conscients qui nous amènent à prendre des décisions, à faire des actions, en fait, qui sont orientées de cette manière-là sans qu'on le sache. Donc, analyser les pratiques de recrutement, entre autres choses, pourrait aider. On peut également sensibiliser tous les membres du personnel des cégeps et des universités aux enjeux de l'EDI. J'inclus les gestionnaires, j'inclus les personnes qui travaillent au département, au service des ressources humaines, à tous les niveaux. Les enjeux de l'EDI au sens large, il y en a plusieurs. Ça prend plus d'un atelier de formation pour les couvrir, pour bien comprendre de quoi on parle exactement. Il y a aussi un besoin de former les personnes qui sont à l'avant-plan, les professeurs et possiblement les conseillers pédagogiques, je lance la question, à la pédagogie inclusive. Donc, c'est un élément très important également de favoriser la réussite, pas seulement une question de recrutement pour diversifier les modèles, mais s'assurer aussi que l'enseignement, puis il y a justement un laboratoire qui vient d'être lancé à Trois-Rivières par rapport à cette question-là. On peut aussi améliorer la prise en compte de l'EDI dans le recrutement du personnel des cégeps et des universités de manière générale, pas seulement en ce qui touche au corps professoral comme c'est fait dans les universités depuis 5-6 ans environ, mais avoir une politique vraiment globale qui nous permette de prendre en compte l'EDI, lutter contre les biais inconscients et développer des outils ou des pratiques qui sont davantage inclusives. On peut également s'engager formellement à rendre les instances décisionnelles plus représentatives, c'est-à-dire se doter d'objectifs, de cibles pour améliorer justement la représentation des femmes, des personnes de d'autres groupes minoritaires au sein des instances décisionnelles, que ce soit un CA, un comité, etc., qui est au sein des institutions d'enseignement. Créer des environnements d'études et de travail plus inclusifs, vous aurez un bel exemple de ce qui peut se faire par rapport à ça. Élaborer des plans d'action, des objectifs SMART ou se doter d'objectifs concrets dans la planification stratégique. Le plus possible d'ancrer ça dans la planification stratégique pour qu'il y ait un suivi qui soit fait pour s'assurer qu'on continue à aller de l'avant et apporter les correctifs aux besoins si on n'est pas capable d'atteindre les objectifs que l'on voulait. Donc, faire preuve de leadership inclusif, surtout les personnes qui sont en position de direction. Donc, je pense à quelqu'un qui est directeur, directrice générale d'un cégep, je pense à un recteur, des doyens dans les universités, etc. Donc, à qui la responsabilité, je reviens sur mon biais au départ, d'orienter ça vers les personnes qui sont en position de pouvoir, d'autorité dans les institutions. Mais au-delà de ça, c'est la responsabilité de tout le monde à différents niveaux de s'assurer que les milieux d'enseignement au Québec soient plus sensibles à la question de l'EDI de manière à vraiment inclure tout le monde pour favoriser la réussite étudiante. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Je vais céder la parole au prochain et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour la présentation. Donc, moi-même, je vais céder la parole à Lynn Coulombe pour la prochaine présentation. Alors, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Je vais partager mon écran, ce ne sera pas long. Alors, voilà. Est-ce qu'on voit bien? On voit, mais il n'est pas encore en mode présentation. Oui, voilà, c'est parfait. Oui, merci. Okay, parfait. Alors, moi, je suis Lynn Coulombe, je suis directrice des affaires étudiantes au Collège Antique. Comme Audrey le disait tout à l'heure, je vais être accompagnée d'Emmanuelle Dufour, qui n'est pas présente, mais qui a enregistré sa présentation à l'avance, qui est conseillère pédagogique au sein de notre équipe EDI ici au Collège Antique. Alors, rapidement, le petit plan de présentation. Bon, je dirais que je ne suis pas capable de passer à ma diapo suivante. Où j'ai pas. Bon, je suis allée trop vite. Alors, en premier lieu, un peu le contexte de la mise en place de l'EDI sur plusieurs années ici au Collège Antique. Ensuite, le déploiement de cette équipe-là. La présentation d'un outil qui s'appelle le portail auto-éducatif « Je te vois, je t'entends, je t'écoute » qui sera fait par Emmanuelle. Ensuite, prendre son temps, toute la question de la gestion du changement en EDI, puis quelques petits éléments là, à succès qu'on a connus au fil des jours. Alors, comme vous le voyez, là, dans le contexte ici au Collège Antique, bien entendu, on partait tout à l'heure, Jean-Philippe parlait là, des gens qui cherchent des modèles pour se reconnaître.
Nous, nos étudiants, la communauté étudiante ici au collège était issue de plusieurs étudiants de minorités visibles. Bien entendu, toute la question des étudiants de diversité sexuelle et de genre. On a des étudiants en situation de handicap là, qui ont été bonifiés au fil des ans aussi avec toute la mise en place des services SAID. Et bien entendu, là, plusieurs étudiants issus de d'autres pays que le Canada. Est arrivé vers les années 2000 et un engagement du corps professoral ici au Collège Antique. Alors, les enseignants, voyant cette diversité-là, ils ont eu une préoccupation de commencer à faire des projets de recherche. Et il y a eu là, les premières publications là, sur les modèles de formation interculturelle avec d'autres cégeps participants. Il y a eu une enseignante, entre autres aussi, qui a commencé à ce moment-là à développer là, des séjours en territoire autochtone. C'est une prof en anthropologie, Julie Gauthier, qui est aussi membre de l'équipe EDI aujourd'hui. Ensuite de ça est arrivé dans les années 2008 l'embauche d'un technicien en travail social pour œuvrer un petit peu plus près là, de la communauté étudiante et est arrivée la création à ce moment-là du comité Antique en couleur, qui est un comité d'étudiants qui veulent bien se joindre, là, peu importe les minorités, si elles sont, ça peut être, là vous avez dans l'écran justement en bas un peu une diversité de nos étudiants qui sont sur ce comité-là cette année. Alors, puis le but de ce comité-là, c'était de les entendre, puis de leur laisser aussi la prise de parole possible là, au sein de notre institution. En 2017, je dirais que c'était peut-être ici au collège le déclencheur pour la mise en place d'une équipe EDI. C'était toute la question du changement du nom de nos équipes sportives et du logo. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et finalement, en 2019, il y a eu la création de l'équipe EDI. Qui était, parce que là, on avait un technicien en travail social qui œuvrait auprès de l'interculturel. On avait aussi, un petit peu avant 2017, embauché un facilitateur à la vie étudiante autochtone issu de la communauté Atikamekw. Et on a joint à ça pour créer une équipe EDI des conseillères pédagogiques. Alors, ça ressemble à notre équipe EDI. Le déploiement de l'EDI, comment ça s'est fait? Bien entendu, on l'a dit aussi tout à l'heure, la préoccupation d'inscrire ça dans des plans, des visions. Alors, pour le plan stratégique 19-24, bien entendu, il y avait une préoccupation de la direction d'aller de l'avant dans des consultations, d'entendre la communauté. Alors, à la lumière là, des diverses rencontres qui ont été mises en place, ce qui en ressortait, c'est qu'il apparaissait important pour nous de reconnaître la communauté et sa diversité, la valoriser aussi, puis l'utiliser aussi comme vecteur de mobilisation au sein de notre communauté ici au collège. Et puis, on avait aussi toute une préoccupation autour de la compréhension de cette diversité-là, puis de la considérer en tant que richesse pour notre collège et d'y adapter nos pratiques. C'était nos deux grands enjeux au plan stratégique à ce moment-là. Ensuite, il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites auprès du personnel puis de la communauté étudiante sur toute la notion de sécurisation culturelle. Ça s'est fait par l'équipe EDI, bien entendu, mais aussi par une très grande ouverture là, des départements qui nous ont accueillis au sein de leur programme pour former les étudiants, que ce soit en technique policière, en intervention criminaux, dans les programmes de sciences humaines ou encore dans les programmes de santé. Et puis, on se souviendra ce qui est arrivé avec Joyce et Chacoan en cours de route, toute la notion dans les programmes de santé de former sur la question de la sécurisation culturelle nous apparaissait d'autant plus importante. Et l'équipe a aussi, là, bien entendu, là, créé des outils de sensibilisation. Alors, on a eu par le groupe Antique en couleur nos étudiants qui ont pris la parole dans des vidéos qui s'intitulent « Raconte-moi » avec des thématiques. Alors, on a eu l'impact du mot en haine pour ces jeunes-là issus de la communauté noire. On a eu aussi des témoignages autour du racisme systémique. Alors, c'est par et pour nos étudiants, mais en même temps, pour l'ensemble du personnel, ça nous permet d'entendre ces jeunes-là, ce qu'ils ont à nous dire sur des éléments où des fois, on est peut-être un petit peu plus loin de leur réalité. Il y a eu un projet Le Pont aussi qui a été mis en place. C'est un projet qui, encore une fois, est par et pour les étudiants. Alors, l'équipe d'Antique en couleur va dans les écoles secondaires sensibiliser les jeunes issus de la diversité à ce que sont les études postsecondaires.
Et ils invitent ces jeunes-là aussi à venir faire des visites ici au collège, puis ils leur expriment un peu c'est quoi les enjeux, comment ça se passe, parce que souvent, ces jeunes-là vivent dans des familles qui n'ont pas eu accès nécessairement à des études postsecondaires et c'est une nouvelle réalité pour laquelle les parents ne sont pas nécessairement outillés. Alors, ça se fait. Il y a bien entendu, comme dans la majorité des institutions, là, des semaines thématiques qui sont mises en place. Il y a eu des balados qui ont été déployés et il y a eu, bien entendu, l'outil que nous allons vous présenter dans quelques instants, qui est le portail auto-éducatif Je te vois, je t'entends, je t'écoute, qui permet d'amorcer un changement individuel pour chaque personne, puis d'insuffler aussi un changement de perception dans nos parcours. Puis ça se fait de façon très privée. Puis on pense que c'est un outil là, qui peut être extrêmement pertinent là, pour les gens qui souhaitent progresser au sein d'une prise de conscience EDI. Alors, j'arrête le partage pour qu'on puisse aller à la vidéo. Parfait, donc ça va démarrer dans un instant. Donc, on m'indique qu'on n'entend pas. Donc, je vais juste prendre un instant pour recommencer du début. Des fois, c'est juste une mauvaise manipulation. Donc, je vais repartager l'écran et repartir du départ la présentation. Donnez-moi un petit instant. Donc, voilà, on réessaie. Et s'il y a quoi que ce soit, je vais arrêter et recommencer. Bonjour à tous et à toutes. Donc, juste avant de vous dévoiler l'outil en tant que tel, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous raconter la petite histoire du projet, puisque le processus nous apparaît tout aussi important et significatif que le produit en tant que tel, puis que ce processus, cette démarche qui a ouvert sur la création du portail s'avère assez révélatrice de l'approche qu'on privilégie en tant qu'équipe EDI sous la direction de Lynn Coulombe, qui est présente avec vous aujourd'hui. Donc, le projet de portail auto-éducatif a été conceptualisé peu de temps après mon entrée en poste de conseillère pédagogique, équité, diversité, inclusion au Collège Antique. C'est un poste que j'occupe avec ma collègue Julie Gauthier depuis février 2019 et auquel s'est joint finalement Jessica Lubino depuis septembre dernier. Donc, à la suite de la création de l'équipe EDI, on était appelé à réfléchir en équipe avec nos collègues Gilbert Nicoué, qui est facilitateur à la vie autochtone au Cégep, et Jean-Yves Sylvestre, qui est intervenant spécialisé en interculturel. Donc, à réfléchir aux moyens d'action qui pourraient contribuer authentiquement au processus de sécurisation des diversités ethnoculturelles, autochtones, sexuelles et de genre, donc les groupes qui avaient été pressentis au sein du mandat EDI, voire de tous les individus ou les groupes d'individus, c'est-à-dire un très, très, très grand nombre de personnes, présentant un très, 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 très grand éventail de particularités propres, de parcours de vie distincts. Donc, de réfléchir à un outil qui pourrait favoriser la co-création d'un environnement d'apprentissage plus juste pour toutes ces personnes, sans pour autant risquer de perpétuer des amalgames réducteurs et contre-productifs. On s'est donc ensemble posé la question à savoir quel était le ou les dénominateurs communs qui permettraient de rejoindre à la fois les communautés culturelles minorisées, les communautés autochtones et les communautés LGBTQIA2+. Bien, vous comprendrez que la réponse est imposée d'elle-même, par consensus dans un délai relativement court, à savoir que ce sont notamment les expériences de marginalisation, d'invisibilisation et de discrimination à l'intérieur d'un système qui privilégie certains groupes d'individus au détriment de certains autres,
qui constitue le principal point de rencontre de ces différents chemins puis de ces identités multiples. Il nous est donc apparu indispensable en tant qu'équipe d'articuler nos mandats et efforts de mobilisation autour d'une première étape, soit celle de la préparation à la rencontre et de la mise en lumière de ces défis systémiques au moyen du témoignage et au bénéfice de l'ensemble de notre communauté. C'est véritablement autour de ces composantes relationnelles que donc a été pensé l'outil portail Je te vois, je t'entends, je t'écoute que vous allez découvrir, tant dans sa forme que dans la très grande variété de thématiques et de sous-thématiques qu'il aborde. Sa vocation auto-éducative interpelle l'ensemble des membres de notre communauté collégiale dans sa définition là, la plus inclusive, rassemblant étudiants, étudiantes, diplômés, membres du personnel, cadres, familles, amis, collaborateurs, collaboratrices et bien au-delà. Alors que sa vocation didactique propose pour sa part d'outiller les enseignants dans leurs actions pédagogiques en leur fournissant une très grande variété de points d'entrée, principalement des témoignages de première main et des ressources externes, leur permettant à leur tour de participer à ce mouvement de transformation à travers la diversification des contenus et des perspectives qui sont abordées en classe, un peu à la manière de facilitateurs et facilitatrices ou d'agents et agentes multiplicateurs. À la suite du processus d'idéation du projet, suite aux encouragements répétés de notre gestionnaire Lynn Coulombe, qui croyait en passant fermement au projet, nous avons procédé à un appel de mobilisation qui a été complété par quelques invitations ciblées là, pour la création d'un groupe de travail d'une douzaine de personnes qui se situent simultanément à différents endroits, dans différents spectres de diversité. Donc, on est loin de la vision vitrine là, ici de la diversité, mais on est plutôt dans une compréhension de la diversité dans laquelle tous et chacune se situent. Donc, une grille d'entrevue a été formulée et a été adaptée à chacune des participantes à l'occasion de pré-entrevues individuelles. Donc, s'il nous semblait important de partir d'une grille de questions communes pour favoriser la mise en dialogue des différents témoignages et leur croisement, nous avons également cru bon de suivre chacune des personnes dans ce qu'il et elle avaient à nous raconter. Ce qui a permis de faire émerger de nouvelles thématiques à aborder, comme par exemple la diversité neurologique, les parcours migratoires, les postures alliées, la diversité corporelle, les identités religieuses, les médias, l'intersectionnalité, etc. Donc, des perspectives qu'on n'avait pas nécessairement pressenties au départ. Donc, au mois de mai 2021, soit il y a bientôt 2 ans, malgré la pandémie, le confinement et les mesures sanitaires, 3 journées de tournage bien remplies ont été réalisées avec les participants et participantes en collaboration du cinéaste Guy Villeduc à l'espace Le Vrai Monde. Donc, une douzaine d'heures de témoignages, environ 1 heure par personne, ont été enregistrées pour être ensuite ratissées au peigne fin et enfin découpées en environ 150 capsules d'entre 30 secondes et 3 minutes chacune. Donc, les témoignages ont par la suite été mis en relation à partir de thématiques communes où on a identifié plusieurs points de rencontre, en plus de voir chacune des capsules associées à une galerie évolutive qui compte à ce jour plus de 750 ressources externes. Donc, les témoignages qui seront présentés peuvent ainsi être présentés comme des petites fenêtres expérientielles qui ouvrent sur des réalités beaucoup plus vastes et qui pourront être complexifiées, nuancées, documentées à l'intérieur d'une plateforme web interactive et évolutive. Peut-être dire en terminant que pour certains et certaines des participantes, il s'agissait d'une première prise de parole. On les a donc vus entrer les genoux un peu tremblotants, le regard décidé, mais quelque peu inquiète. Et elles en sont sortis la tête haute, le dos droit et le regard fier, un peu comme si la prise de parole les avait libérés d'un certain poids. En parcourant le portail, vous conviendrez sans doute que ces personnes ont toutes les raisons du monde d'être fières de leur courage, de leur authenticité, de leur générosité, ainsi que de la lumière qui émane autant de chacun de leurs témoignages que de leur mise en commun. À titre personnel, j'aimerais également, en terminant, remercier Lynn Coulombe, d'avoir cru à ce point au projet et d'y avoir cru avant même que moi-même j'en vienne à y croire, et d'avoir mis en place tous les moyens nécessaires et même encore davantage, donc tous les moyens nécessaires dont nous avions besoin pour le réaliser. Alors voilà. Voilà, donc je vais laisser Lynn reprendre sa présentation là où on l'avait laissée.
Bon, ça a l'air que je ne l'aurai pas facile après même mes tests. Alors, vous venez de voir la présentation du portail. Peut-être juste de vous spécifier que Emmanuel a aussi préparé là, comment naviguer dans le portail, puis le reste le mettra aussi disponible. Alors, il y aura moyen de visualiser la capsule d'Emmanuel pour se retrouver dans notre portail, dans laquelle il y a quand même 772 là, ressources qui sont de l'ordre du balado, des films, des livres, des articles et bien entendu des témoignages. Et puis, je vous invite à aller naviguer là, pour découvrir cette petite richesse. Et les ressources sont mises à jour de façon constante là, par l'équipe ici au collège. Alors, le point 4, c'était toute la question de la gestion du changement. Je vous disais qu'il y a eu un point culminant là, qui nous a amené vers la création de l'équipe EDI. C'était le changement du nom de nos équipes sportives et du logo de ces mêmes équipes. Alors, on a l'ancienne version à gauche de l'écran et à droite la nouvelle version. Vous comprendrez qu'il y a 6 ans, peut-être qu'on était moins dans cette préoccupation-là qu'on a aujourd'hui. Quand on voit ça aujourd'hui, on peut trouver ça un peu cocasse. Il y a 6 ans, on n'était pas encore là, mais nous, au collège, il y avait quand même certains inconforts, entre autres de la part de l'enseignante là, qui fait des séjours en territoire autochtone. Et notre directrice générale, à un moment donné, s'est fait questionner pour avoir un autobus, comme dans certains collèges et universités, pour promener nos équipes à travers le Québec. Et elle a ressenti un très grand inconfort à avoir ce logo-là sur un autobus représentant notre collège. De là, les réflexions ont commencé. Ces réflexions-là, au sein de notre comité de direction, je vous dirais qu'elles ont duré pendant au moins 3 ans. Et au sein de notre communauté aussi, parce que les gens ne voyaient pas là, en quoi cette image-là pouvait être vexante. En partant, le nom, tout à l'heure, Jean-Philippe en a parlé, là, mais c'est une erreur historique avec une connotation péjorative. Et le logo, malheureusement, fait appel un peu à une image de mascotte, je dirais. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement dévalorisant là, pour les Premières Nations de se voir identifier de cette façon-là. Par contre, les gens dans le milieu, eux, voyaient ça comme c'est la bravoure, c'est le guerrier, c'est extrêmement positif. Alors, vous comprenez qu'on partait de loin pour arriver à un changement. Alors, ça a pris 3 ans pour tranquillement arriver à une posture au sein de nos comités de direction pour dire oui, on va de l'avant. Et non, on ne le fera pas de n'importe quelle façon et on ne va pas changer pour changer parce que pour nous, il y avait un processus éducatif à mettre en place. Alors, les 3 autres années ont servi d'espace-temps pour faire de la formation puis de l'accompagnement de l'ensemble de notre communauté. Quand je parle de l'ensemble de la communauté, c'est autant notre personnel que nos étudiants qui étaient impliqués dans nos équipes sportives, le personnel d'encadrement de ces équipes-là. Tout le monde a dû s'impliquer dans ce processus-là pour faire des formations avec un organisme avec qui nous avons travaillé, qui est Mikana, qui est un organisme Anishinaabe qui a pour mission d'œuvrer au changement social en sensibilisant la communauté sur la perspective et les réalités autochtones. À la fin du processus, je peux vous dire qu'il y en a pendant tout ce temps-là qui disaient « changez-le, le logo, puis qu'on passe à d'autres choses, qu'on arrête d'en parler ». Puis au bout de tout le processus, ces mêmes personnes-là venaient nous dire « Je comprends maintenant pourquoi on a fait cette démarche-là, puis maintenant c'est intégré et je comprends plein de choses qui vont me permettre d'œuvrer différemment à l'avenir. » Alors, en EDI, je dirais, comme dans plusieurs changements, il faut prendre son temps, mais en EDI, on touche des sensibilités, alors c'est d'autant plus important de prendre son temps. Je voulais vous parler rapidement des petites victoires, le temps passe. Alors, la responsabilité de tous et chacun. Au niveau des cadres ici, notre directrice générale nous assume un leadership assez important là, au niveau de l'inclusion. Alors, nous, comme équipe de cadres ici au collège, on a des formations 1 fois par année. Il y a une formation obligatoire sur toute la question de l'autochtonisation et de la sécurisation culturelle, à part de la participation volontaire là, de chacun de ces cadres-là dans les activités qui sont proposées plus à l'ensemble de la communauté. On a toute une réflexion là, autour du processus RH aussi pour l'embauche. Je vais laisser Patrick parler tout à l'heure de son processus à lui, mais on est dans des réflexions qui vont nous amener vers des perspectives qui ressemblent à ce qu'il va vous présenter. Au niveau du personnel enseignant, on a vu le personnel là, solliciter l'équipe de plus en plus pour faire des conférences dans le cadre des cours.
en lien avec les thèmes abordés en EDI. Puis aussi une demande d'accompagnement là, pour augmenter la diversité au sein de leur programme. Nos étudiants, Jean-Philippe en parlait tout à l'heure, ils ne se reconnaissent pas nécessairement. Alors, on veut leur offrir des modèles de gens qui leur ressemblent, puis leur dire c'est possible aussi pour vous. Au niveau du personnel professionnel, dès qu'une activité est proposée, on voit un grand engagement et une mobilisation là, pour ces activités-là. Pour le personnel de soutien, on a des demandes d'accompagnement. Souvent, le personnel de soutien est dans des comptoirs d'accueil de nos étudiants ou des gens qui viennent de l'externe. Alors, encore une fois, c'est important qu'ils comprennent comment on intervient correctement avec ces diversités-là. Puis, on a aussi des demandes parce qu'on essaie de varier, on met en place des mécanismes pour varier le recrutement puis la diversité de notre personnel, mais des fois, la diversité amène des inconforts. Alors, on a aussi des demandes d'accompagner des équipes dans comment on va travailler ensemble avec cette diversité-là, bien la comprendre, puis la respecter ultimement. Puis notre communauté étudiante, elle est extrêmement mobilisée là, dans divers projets pour faire rayonner là, la diversité, puis faire comprendre aussi ces jeunes-là comment ils la voient, cette diversité-là, puis quelles sont leurs préoccupations. Alors, je me suis permis une petite phrase qui disait que l'EDI, ce n'est pas un but à atteindre. Oui, il faut mesurer, mais je pense que le trajet à parcourir est tout aussi important que la finalité du projet. J'en parlais tout à l'heure avec le logo des équipes. Au final, quand on est arrivé et que tout a été attaché après 6 ans, je pense que le résultat était plus probant que juste le changement. Je vous ai mis des liens, des coordonnées, alors ça sera disponible là, par l'ORES. Puis je tiens à remercier tout le monde de votre attention. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je cède la parole à notre dernier panéliste pour aujourd'hui, Patrick Doucet. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, vous devriez voir mon écran si je ne me trompe pas. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, au fond, ce sont les travaux qu'on a réalisés à l'Université de Sherbrooke au moment où j'étais doyen de la faculté de génie. Alors, donc, au fond, c'est les travaux qui portaient sur la révision complète de notre processus de dotation professorale en vue de favoriser la diversité. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, peut-être simplement expliquer là, comment est-ce que ça se déroule, la sélection d'une personne pour un poste de professeur, donc le processus usuel, parler des premiers pas, juste quelques exemples, et je vais ensuite passer à 3 outils qu'on a développés, des outils pour nous là, qui ont été vraiment très importants et qui nous ont justement apporté de beaux résultats. Alors, de façon traditionnelle, comment est-ce que ça se passe pour la sélection d'une personne pour un poste de professeur? Évidemment, bon, il y a des affichages, on reçoit des curriculum vitae, on reçoit des dossiers, on fait une présélection et on va retenir quelques personnes en entrevue. Les entrevues se déroulent en 3 parties. La première partie, on demande toujours une simulation de cours. Alors, évidemment, si la personne devient professeur, on s'attend à ce que cette personne-là soit capable d'offrir une prestation pédagogique là, qui est du niveau attendu. On va faire ça dans une mise en contexte. Donc, par exemple, il faut enseigner à des étudiants et des étudiantes de 2e année dans tel programme. Ensuite, un morceau qui est très important, c'est la présentation du programme de recherche. Alors, évidemment, la personne va nous entretenir. Et la 3e partie, c'est une partie, les 2 premières parties, on voit que c'est en présence de l'Assemblée professorale, mais la 3e partie, c'est avec le comité de sélection et ce sont des questions plus générales. Et typiquement, ça se fait autour d'un lunch et c'est très, très informel. Et vous allez voir que c'est problématique un petit peu aussi. Alors, au fil du temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait tendance à embaucher des personnes qui ont exactement le même profil, des personnes qui sont très fortes en recherche, qui ont beaucoup d'intérêt en recherche. Et au fil du temps, c'est presque exclusivement des hommes qu'on embauchait. Alors, pendant plusieurs années à la faculté de génie, on avait environ 6% de femmes professeurs. Donc, sur un corps professoral d'environ 100 profs, il y avait rarement plus que 6 femmes, de temps en temps quelques-unes qui arrivaient, mais on avait des démissions et tout ça. Alors, on avait du travail à faire. Alors, on a choisi de faire quelques premiers pas. Évidemment, il y a beaucoup d'activités qui se font à travers le Canada pour la promotion du génie, notamment des sciences et du génie auprès des jeunes filles, des adolescentes et des femmes et tout ça. Donc, on prenait part à plusieurs activités, mais pour nous, c'est important aussi d'être vraiment, d'avoir des postures publiques assez claires aussi. Alors, assez rapidement, on a pris part au défi 30 en 30. C'est un défi lancé par Ingénieurs Canada qui veut qu'en 2030, il y ait 30% des personnes qui pratiquent le génie qui soient des femmes. Alors, on s'est positionné rapidement.
pour en faire partie. Vous voyez sur la photo, ce sont les quelques femmes qui étudient en génie. Alors, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes tout de même qui étudient en génie. Ensuite, on a commencé à faire des démarches un peu plus officielles, si on peut dire. Donc, en mars 2017, j'ai tenu une assemblée facultaire à laquelle tous les professeurs étaient conviés. Et j'ai le grand privilège, à l'Université de Sherbrooke, on a le grand privilège d'avoir la professeure Ève Langelier. Elle est titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et génie du CRSNG pour la région du Québec. Donc, c'est une personne qui fait de la recherche, finalement, justement, sur les enjeux, les défis de la promotion des carrières en sciences et génie chez les filles. Alors, je l'ai invitée pour qu'elle fasse la première partie de l'Assemblée. Elle a eu un beau discours, notamment sur l'importance de la diversité, parce que la diversité, ça entraîne l'excellence. Et ça, preuve à l'appui, donc c'est quelque chose qui est très bien documenté. Évidemment, des profs, c'est toujours sceptique, là, donc ça prend des évidences scientifiques, si on peut dire. Elle a parlé beaucoup des biais inconscients. Alors, sans s'en rendre compte, au fil du temps, on a tendance à prendre les mêmes décisions, ce qui porte évidemment un enjeu. Et un message qu'on a martelé ensuite et pendant plusieurs mois, la confusion qu'il peut y avoir des fois entre la performance et la compétence. Une personne qui a publié 10 articles scientifiques dans des revues internationales versus une personne qui a publié 2 articles scientifiques dans une revue internationale, essentiellement, les personnes ont fait la même démonstration de compétence. Il y en a une qui a montré plus de performance, mais essentiellement, c'est la même démonstration de compétence. Et ça, on voulait lentement induire cette différence-là que la compétence et la performance, ce sont 2 dimensions différentes. Il ne faut pas les confondre. Alors, on a poursuivi les activités. Dans la présentation, justement, j'ai fait une proposition que je voulais tester un peu l'eau, la réaction qu'il y aurait de la part de l'auditoire. J'ai dit, écoutez, si on veut rattraper, je dis bien rattraper simplement le retard qu'on a par rapport aux autres facultés de génie au Canada, il faudrait que pour les 15 prochaines années, une embauche sur 2 soit pour des femmes. Alors, je m'attendais peut-être à une réaction un petit peu hostile, mais non, au contraire, ça a été très, très bien accueilli. Bon, après ça, je me suis rendu compte que nul peut être contre la vertu parce qu'on a fait quelques tentatives qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Alors, j'entendais des commentaires à la volée pour moi qui étaient tout simplement là, qui me disaient qu'on a plus de travail à faire. Par exemple, on a déjà 3 femmes dans le département. C'est autour des autres départements à faire leur effort. Ou encore, la diversité, ce n'est pas seulement relié au genre. Oui, mais je pense qu'à la faculté, on n'avait pas vraiment d'enjeu de diversité, par exemple, par rapport à l'ethnie. Donc, on avait vraiment un défi en ce qui a trait au recrutement de femmes professeurs. J'ai participé en novembre 2017 au Gender Summit à Montréal. C'est une conférence internationale qui réunit plusieurs panélistes, conférenciers, experts du domaine. Et c'était évidemment très, très, très inspirant. Et je suis parti avec 2 messages pour moi qui étaient très importants. Le premier, c'est qu'il faut vraiment se fixer des objectifs qui sont audacieux, mais atteignables, mais des objectifs et se mettre en action pour y arriver. Et l'autre élément, c'est important de faire de la formation, de la sensibilisation, de continuer toutes ces actions-là, mais ça prend une politique officielle, ça prend une volonté de changer les choses et ça prend des outils également pour le faire. Alors, on a travaillé sur ces dimensions-là. Alors, première chose qu'on a fait, on a adopté des cibles. Et évidemment, ce que l'on souhaite ultimement, c'est d'être dans la zone de parité, donc entre 40% et 60% de femmes professeurs. Mais ça, c'est un objectif ultime. On s'est donné comme réelle cible de relever le défi 30 en 30 d'Ingénieurs Canada, c'est-à-dire qu'on voulait avoir 30% de femmes professeurs en 2030, ce qui était une cible qui était audacieuse, mais atteignable. Mais pour être certain qu'on se mette en action et pas simplement qu'on pète par en avant, si on peut dire, on a décidé d'avoir une cible intermédiaire de 20% de femmes professeurs en 2022. Et ces cibles-là ont été incluses formellement dans le plan stratégique de l'Université de Sherbrooke. Donc, pas juste celui de la Faculté de génie, mais vraiment au niveau de l'Université de Sherbrooke. Assez rapidement également, j'ai nommé la professeure Nathalie Roy à titre de vice-doyenne à l'EDI. Alors, c'était quelque chose qui était nouveau. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup au Canada non plus à ce moment-là. Pour moi, l'enjeu était très simple, c'est qu'il y avait beaucoup de travail à faire et je ne pouvais pas porter tout ça. Nathalie avait d'excellentes idées. Elle travaillait de longue date avec Ève Langelier, justement, et un super leadership. Alors, pour moi, c'était vraiment
une personne là, qui a contribué énormément à faire changer les choses. Donc, j'étais très fier qu'elle puisse se joindre à mon équipe. On a continué à faire différents pas, donc toujours avec des messages positifs. Donc, ne pas amener l'EDI comme étant quelque chose qu'on doit faire, une obligation, quoi que ce soit. C'est simplement des messages positifs. J'ai parlé tantôt que la diversité entraîne l'excellence. C'est un message positif qu'on a renforcé beaucoup. On parlait également, Jean-Philippe tantôt parlait de modèles, offrir des modèles, différents modèles de réussite. Alors, on a fait tout simplement attention lorsqu'on vient pour identifier les personnes à qui on veut rendre hommage. Donc, les doctorats honorifiques en 2019-2022, c'était des femmes. Il faut savoir qu'en 2019, c'était la première femme à qui on décernait un doctorat honorifique. Il y avait déjà 25 hommes sur le tableau. Alors, c'était vraiment tout simplement de faire un effort différent pour identifier ces personnes-là. Et même chose pour les titres d'ambassadrice. Donc, ça, ce sont des diplômés qui ont une très belle carrière et qu'on souhaite tout simplement honorer. Alors, des profils aussi diversifiés que possible. On a également une belle initiative qui a porté fruit, le grand concours de bourse postdoctorale Claire Deschênes. Donc, Claire Deschênes, à qui on avait remis justement un doctorat honorifique. On l'a nommé en son hommage pour sa riche carrière en génie, mais également pour tout ce qu'elle a fait pour la contribution, la sensibilisation pour les sciences et le génie chez les femmes. Donc, on lui a décerné un doctorat honorifique. On a décidé de nommer le concours en son honneur. Ce sont 9 bourses d'excellence qui sont réservées à des femmes qui veulent poursuivre des études postdoctorales. Et le plus important associé à ça, c'est que au terme du stage postdoctoral, il y a un poste de professeur qui est garanti. Ça nous a conduit après ça vraiment à structurer davantage notre initiative. Donc, 3 outils qu'on a développés. Le premier, qui semble banal, mais qui a vraiment une grande importance, c'est la création de comités de sélection formels. Avant ça, quand on avait le temps de réaliser les entrevues, c'était un comité de sélection ad hoc. Alors, on a un concours d'embauche professorale, il y a des personnes qui se portent volontaires, on fait les entrevues. Là, ce qu'on voulait, c'était plutôt des personnes qui allaient être formellement mandatées pour ça, des mandats de 2 ans renouvelables. 5 personnes qui sont là, dont la personne qui agit à titre qui est à la direction du département. Mais le plus important, c'est qu'il y a de la formation qui est offerte aux membres du comité de sélection sur les bonnes pratiques en entrevue, donc comment bien diriger une entrevue, mais également sur les principes importants associés à l'EDI, dont les biais inconscients. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a aidé beaucoup. Un deuxième outil, l'auto-évaluation de la partialité ou tout simplement la déclaration des conflits d'intérêts. C'est très particulier, l'embauche d'une personne professorale. Ça arrive des fois que dans les comités, il y a des personnes qui se trouvent être les anciens directeurs, directrices de thèse d'une personne et on va vraiment vouloir pousser la candidature. C'est pas toujours sain. Et les personnes ont des comportements qui peuvent être différents. Donc, certaines personnes vont carrément se retirer, d'autres vont vraiment exagérer. Alors, on a tout simplement mis en place une grille d'auto-évaluation qui va questionner les personnes sur des liens professionnels et hiérarchiques, des liens intellectuels, des liens personnels, et on va indiquer tout simplement les comportements qui sont attendus. C'est pas grave qu'on est en situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que si je suis professeur et que c'est mon étudiante au doctorat qui postule pour le poste de professeur, bien à ce moment-là, ce qu'on va attendre de moi, c'est que je ne cherche pas à influencer l'auditoire ou à influencer mes collègues. Je vais donner mon avis au comité de sélection seulement que si on me le demande. Je vais avoir mon droit de vote, évidemment, à la fin. Alors, c'est comme au fond, c'est qu'on se garde une petite gêne pour ne pas pousser indûment une candidature. Et cette auto-évaluation-là est obligatoire pour toutes les personnes qui interviennent dans le processus, incluant la personne doyenne, parce que ça peut arriver que même la personne doyenne est en conflit d'intérêts. Et le troisième élément, c'est l'évaluation des dossiers basés sur la compétence. Vous vous rappelez, les entrevues se déroulent en 3 temps, en 3 parties. Donc, les parties 1 et 2 sont inchangées, la simulation de cours, la présentation du programme devant l'assemblée professorale. La partie 3, qui était une partie vraiment très informelle, on jase autour d'un lunch, il n'y avait personne experte en ressources humaines qui était là pour conduire l'entrevue. C'était vraiment de façon très, très, très informelle. Et nous, ce qu'on a choisi de mettre en place, on s'est dit ce qu'on veut, au fond, c'est d'embaucher des personnes qui sont compétentes. Alors, on a établi un profil de compétences. Donc, on a identifié 11 compétences qui sont attendues.
Je vous en donne quelques exemples ici. Le sens de l'innovation, la créativité, le sens de l'engagement, le développement de talent. Comment on peut imaginer qu'un professeur, que le développement de talent ne soit pas important pour une personne qui aspire à devenir professeur? La collaboration, la flexibilité interpersonnelle. Vous voyez là-dedans que le nombre de publications scientifiques ou le nombre de cours, c'est pas ça qui fait la différence. On est vraiment ici sur des compétences. C'est ce qu'on veut identifier chez les personnes. On s'est doté d'une grille qui permet d'observer justement les compétences avec des indicateurs. C'est une personne conseil en ressources humaines qui conduit l'entrevue et qui pose les bonnes questions. On a des tests psychométriques à la toute fin qui viennent valider que, effectivement, ce qu'on a pu voir avec la grille d'entrevue et ce qu'on a pu voir avec les tests psychométriques, il y a une concordance. Et l'élément clé, puis je l'ai mis en caractère gras, je pense que tout le monde, on connaît bien le concept de à compétence égale, on favorise l'embauche de, par exemple, si ce qu'on recherche, c'est une femme, alors à compétence égale, on favorise l'embauche d'une femme. L'enjeu qu'on a au niveau du recrutement professoral à l'université, c'est que les personnes ont un niveau d'excellence qui est tellement élevé. Ces personnes-là ont tout un doctorat, elles ont souvent fait des stages postdoctoraux, elles ont enseigné. Donc, ça devient extrêmement difficile de déterminer quelle est la personne qui est la plus compétente. Alors, à partir de nos 11 compétences, on s'est donné un seuil et on s'est dit, au-delà de ce seuil-là, les personnes ont tout ce qu'il faut pour devenir professeur. Alors, avant même de faire un concours pour recruter une personne professeur, on va identifier c'est quoi l'orientation stratégique. Donc, par exemple, on fait un concours et notre intention, c'est d'embaucher, par exemple, une femme. Alors, le concours est ouvert à tout le monde. On va faire des efforts pour aller chercher des candidatures féminines. Et tout au long de l'entrevue, les personnes vont passer à travers les différentes étapes. Et si à la fin, par exemple, j'ai un homme et j'ai une femme, et que les deux personnes ont franchi le seuil de compétence, la priorité va aller pour le dossier de la femme. Alors ça, c'est un élément qui a été assez marquant aussi pour pouvoir conduire nos entrevues. Les résultats, les outils, on les a développés, on les a utilisés. On s'en est servi pour le recrutement de personnes pour les chaires de recherche du Canada. C'est également ce qu'on a utilisé pour le grand concours de bourse postdoctorale Claire Deschênes, qui au passage a été un grand succès. On a reçu plus de 225 candidatures en provenance de 25 pays. Et ce sont les outils qu'on utilise toujours dans notre processus de recrutement. Le processus de dotation qu'on a développé a été officiellement adopté par le Conseil de faculté en décembre 2020. Donc, ça prenait une politique, ça prenait un outil, quelque chose qui faisait vraiment consensus et qui était officiellement en place, donc en décembre 2020. Et là, je vais faire un clin d'œil à Lynn. On a commencé les démarches en 2017, on a fini en 2020. Le chemin est au moins aussi important que la destination finale. Il fallait prendre notre temps pour que les gens comprennent pourquoi on faisait ça et qu'ils adhèrent à ce changement-là. Les résultats, est-ce que ça fonctionne? Au fond, on avait, pendant plusieurs années, il n'y avait seulement que 6 femmes professeurs, environ 6% du corps professoral. Eh bien, 5 ans plus tard, on avait 23 femmes professeurs, donc 20%, la cible de 2022 était atteinte. Évidemment, à chaque fois qu'on a l'opportunité d'en parler d'une façon positive, on le fait, que ce soit à travers des nouvelles, on va saisir toutes les occasions et également de faire rayonner ces activités-là. Donc, on disait, on a reçu un prix égalité Thérèse Casgrain. Je l'ai reçu, mais c'est surtout un travail d'équipe extraordinaire accompagné de Ève Langelier, Nathalie Roy et toute la direction finalement de la faculté qui a souhaité ce changement-là. Alors, c'est possible de le faire, il faut simplement se mettre en action pour le faire. Alors voilà, je m'arrêterai ici. Merci beaucoup pour la très intéressante présentation. Donc, on passerait maintenant à la période de questions. Donc, on vous inviterait à utiliser l'outil questions et réponses au bas de votre écran pour nous transmettre vos questions. Et c'est moi qui vais les poser à l'ensemble du panel. Donc, en fait, là, chaque personne est libre de répondre ou pas ou de renchérir sur ce que quelqu'un d'autre a déjà répondu. Donc, on va y aller comme ça. Peut-être une première question, hein, puisqu'il faut briser la glace. Certains, vous l'avez abordé un peu, là, quelles sont les stratégies d'engagement des différentes parties prenantes qui ont fonctionné dans vos établissements? Donc, de quelle façon on a réussi à mobiliser les différentes équipes autour des enjeux de l'EDI? Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer pour cette première question.
il y aura toujours possibilité de revenir compléter là, la réponse par la suite. Est-ce que Jean-Philippe, Patrick ou Lynn veut se lancer? Alors, je peux me lancer dans les stratégies d'engagement, au fond. Je pense que c'est simplement, il y a beaucoup d'éducation à faire, il y a beaucoup d'informations à communiquer. Communiquer l'information également qui est valide. Il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup d'études de cas. Donc, on a choisi pour engager les personnes, on a choisi des études de cas qui pouvaient parler, par exemple, aux personnes, à notre public. Donc, on donnait des exemples. C'est anecdotique, mais par exemple, les coussins gonflables dans les automobiles, les statistiques sont assez effarantes en ce qui a trait aux personnes qui décèdent à cause des coussins gonflables. Ce sont majoritairement des femmes, parce que la physionomie des femmes est différente de celle des hommes. Et ceux qui ont conçu les coussins gonflables, ben, vous le devinez, ce sont des hommes. Alors, c'est le genre de d'exemples ou de cas qu'on partage qui va sensibiliser progressivement les personnes pour les engager, les mobiliser. On parle des biais inconscients. Alors, je pense que c'est des petits pas comme ça. On communique et on a pris toujours l'approche des messages positifs. Et donc, puis on martèle, des messages simples qu'on martèle au fil du temps et on tâte l'eau, puis progressivement, on met en place des choses et on formalise ce qu'on veut mettre en place. Ça serait un petit peu là, ce qui me viendrait spontanément. Merci beaucoup. Est-ce que Lynn ou Jean-Philippe, vous aimeriez ajouter quelque chose? Ben, moi, j'ajouterais peut-être, mais je l'ai dit un peu dans la présentation, puis je suis d'accord avec Patrick, là, il y a la question de l'éducation dans tout ça. Puis ultimement, ben, quand ton équipe de direction est mobilisée parce que ta direction générale l'est, ben, les choses se passent, puis on se laisse du temps, puis on va atteindre nos objectifs. Parce que si en haut, les gens y croient, ben, il y aura des moyens de mise en place pour cheminer à travers ça. Fait que l'engagement du personnel cadre et ultimement de la direction générale, c'est des outils privilégiés que nous, on a ici au Collège Antique pour faire cheminer ce dossier-là. Oui, moi, j'aurais dit ce qui a été dit par Patrick et Lynn. En fait, j'irais dans le même sens, puis j'ajouterais une couche supplémentaire. Ça prend des ressources, ça prend de l'engagement de la direction, ça prend des stratégies de la formation, ça prend des ressources en termes de personnel et en termes d'argent. Donc, dans les universités, depuis 5-6 ans, elles se sont dotées d'une conseillère, généralement une femme, ou d'un conseiller en EDI, voire de 2 ou 3. Ça dépend des cas. Souvent, c'est pas assez. Donc, les universités vont souvent en faire aussi avec des consultants externes pour les accompagner dans leur démarche. C'est une des stratégies qui, justement, est très utilisée, pour laquelle j'ai été employé beaucoup dans les 3 dernières années, c'est pour effectuer des diagnostics. Donc, si on veut s'assurer que le processus d'embauche, on a les bonnes pratiques en place ou d'identifier celles qui sont à corriger, bien, un regard externe peut être très utile par rapport à ça. Ça implique des entrevues, ça implique une analyse, ça implique aussi d'avoir des collaborateurs externes qui viennent nous montrer des choses qu'on n'est plus vraiment à même de voir parce qu'on n'a pas de recul. Donc, ça fait partie aussi des ressources dont peuvent se doter les universités, voire les cégeps aussi, qui vont être appelés tranquillement aussi, emboîter le pas avec des ressources différentes là, que les universités, mais c'est un atout aussi. Merci beaucoup pour vos réponses. J'enchaînerai avec une question, en fait, qui a été adressée à Patrick Doucet, mais que je pense qu'on peut élargir un peu pour que tout le monde apporte un peu de l'eau au moulin. Donc, la question était par rapport à votre démarche, évidemment particulière, à la faculté de génie. Est-ce que vu les succès dans cette faculté-là, est-ce que cette stratégie, les outils ont été utilisés, partagés par d'autres facultés? Et de la même manière, j'irais aussi, là, même chose au Collège Antique, est-ce qu'il y a eu le rayonnement à travers peut-être là, les regroupements des collèges? Est-ce que vous êtes au courant si ça a fait des petits? Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui se sont inspirées de vos méthodes éprouvées? Alors, c'est une belle question et effectivement, donc, j'ai eu l'opportunité d'en parler à différentes tribunes. Je dirais la première tribune à laquelle j'ai présenté ça, c'était pour nous, au fond, c'était comme naturel de faire ça. C'était important, on s'est donné comme mandat, il faut qu'on change les choses, on s'est doté ces outils-là. Alors, la première tribune à qui j'ai partagé, c'est le Conseil des doyens de génie du Canada.
qui réunit l'ensemble des doyens et doyennes à travers le Canada. Et je suis resté vraiment très, très surpris à quel point, effectivement, il y avait un fort intérêt. Alors, au fond, je pense que ça a été un peu une prise de conscience, un peu à rebours, de dire que, OK, la problématique que l'on vivait, elle était effectivement partagée par d'autres personnes. Alors, j'ai fait à quelques reprises, j'ai fait des interventions, que ce soit à travers cette table-là ou à travers des établissements ou des regroupements d'établissements. On a partagé des outils avec les personnes. Ceci étant dit, on a comme finalisé tout ça en 2020. Je finissais mon mandat de doyen en 2021. On se rappellera aussi qu'à cette période-là, il y avait autre chose qui nous occupait pas mal toute la société. Alors, j'ai juste perdu le fil à savoir, est-ce que d'autres universités ont emboîté le pas? Est-ce que d'autres facultés ont emboîté le pas? Mais assurément, là, on a partagé nos outils et dans les éléments qui sont très importants, je pense qu'elle le réalisait, c'est le chemin qui est à faire. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si on débarque, on décide qu'on implante ça, ces outils-là, il va y avoir une résistance. À titre indicatif, bon, ici à l'université, j'ai terminé mon mandat. J'ai un mandat un petit peu au niveau institutionnel. Je m'occupe des ressources humaines pour l'ensemble de l'université. Et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut transposer ça à d'autres facultés, d'autres secteurs. Et je vous donne un exemple. Dans certains domaines, c'est majoritairement des femmes qu'on retrouve et il manque d'hommes. Donc, c'est l'inverse. Ou encore, on a des initiatives qui font appel à des communautés autochtones. Alors, c'est la même chose. C'est pas simple de réussir à recruter ces personnes-là. Donc, ça fait partie des éléments qu'on veut déployer. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir à la question du partage des bonnes pratiques? Ben, je peux peut-être aller de l'avant, mais je coupe la parole à Jean-Philippe. Moi, je dirais que le réseau collégial, c'est un petit réseau. Alors, oui, le partage de bonnes pratiques se fait. Maintenant, chacun l'adapte un peu à la couleur de ce qu'il est. On a été les premiers à avoir un service EDI. Je pense que nous, on avait un peu, on s'était inspiré des universités. Les autres collèges n'étaient pas encore rendus là. Je pense que ça va se développer. La préoccupation est là. Moi, je suis sur une instance qui s'appelle la Commission des affaires étudiantes et l'année dernière, dans les préoccupations, dans l'ordre de priorité, la première priorité des 48 collèges était l'équité, la diversité et l'inclusion. Bien entendu, tous les outils sont disponibles. Nous, on partage généreusement nos activités, nos réflexions. Puis ultimement, ce qu'on trouve important aussi, c'est toujours donner la parole aux gens qui sont concernés. Alors, au-delà de notre équipe Équité, Diversité, Inclusion, qui est elle-même diversifiée, on se permet d'inviter beaucoup de personnes ressources qui vont s'adresser à l'ensemble de notre collège. Si on parle sur la question autochtone, ce n'est pas nous qui allons en parler, ce sont des personnes autochtones. Fait que ça aussi, il ne faut pas oublier cet aspect-là de toujours laisser la parole à la personne qu'on souhaite qui s'adresse aux gens, plutôt que de se donner des postures des fois de spécialistes alors que ça ne nous concerne pas tant que ça, si ce n'est que de fournir les outils pour mettre les choses en place. Oui, merci pour ce que vous avez déjà dit par rapport à ça. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de recette unique. Donc, c'est sûr que c'est très intéressant d'avoir un partage des bonnes pratiques comme celle de l'Université de Sherbrooke. Importer ça pour implanter ça dans d'autres universités, ça ne se fait pas aussi simplement. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les gens ne sont pas nécessairement au même niveau par rapport à la question de l'EDI. Des fois, c'est pris de manière plus globale, institutionnelle. On parle d'une faculté. Donc, il y a vraiment des différences importantes d'une institution à l'autre, puis des rapports de pouvoir qu'il ne faut jamais mettre de côté dans ce contexte-là. Il peut y avoir beaucoup de résistance dans certains secteurs. Patrick en parlait tout à l'heure en génie, quand il a lancé ça à l'Assemblée, c'est passé. Bon, les résistances sortent après dans les corridors, mais il y a des domaines comme celui des sciences, génie, mathématiques, STEM, où il y en a beaucoup. Bon, on parlait justement que des fois, c'est plus des hommes qu'on aurait besoin en éducation, en soins infirmiers, entre autres choses. C'est très différent. Puis pour parler un peu de la réalité aussi des cégeps, le premier cégep à nous avoir abordé pour les accompagner, c'est pas un cégep qui est dans un milieu très diversifié, c'est un cégep qui est à l'extérieur des grands centres urbains au Québec et c'est un cégep où il y a vraiment beaucoup qui est fait par rapport au transfert là, des technologies.
CCTT, là, si je me rappelle bien l'acronyme en question. Et ce qui interpellait ce cégep-là, c'est que des gens, c'est parti de la base dans ce cas-là. C'est des gens personnels, professionnels, sur un conseiller pédagogique, quelqu'un aux ressources humaines, professeurs, qui ont fait monter ça jusqu'en haut à la direction parce qu'il y avait un intérêt de ce côté-là, parce qu'il y a du financement qui doit être obtenu et il y a des questions sur le DI, mais aussi par rapport à la rétention des étudiants ou à aller chercher des étudiants à l'international. Donc, il y avait un enjeu de ce côté-là. Donc, il y avait une approche qui est très intéressante, qui est née de la base et qui ont monté ça en haut pour dire on a besoin, puis c'est enclenché le processus pour dire OK, on a besoin, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va regarder ce qui se fait ailleurs, mais chaque contexte a vraiment ses particularités. On a beau faire un diagnostic, on sait un peu qu'est-ce qu'on va trouver dans les pratiques de recrutement, mais il y a toujours des choses différentes et c'est très important d'en tenir compte quand on veut mettre en place des nouvelles pratiques. Et un élément aussi qui n'a pas été mentionné depuis le départ, mais il faut le dire, en EDI, il y a 3 éléments, puis on en ajoute d'autres aussi. On peut parler du sentiment d'appartenance éventuellement. Il faut toujours faire le lien entre les concepts qu'il y a à l'intérieur de cette approche-là. On peut mettre l'accent pour diversifier le recrutement des professeurs, c'est très important, mais après ça, si on ne fait rien pour changer la culture, changer les pratiques, une fois que la personne est en emploi, ben, elle risque de ne pas rester très longtemps. Donc, il faut travailler sur l'inclusion. L'inclusion, ça demande plus de temps. C'est une transformation plus progressive et à long terme. La culture institutionnelle, des pratiques des fois qui sont propres à chaque département qui a sa sous-culture et l'équité en question aussi, c'est important de la considérer. Il y a une première question qui a été posée tout à l'heure qui m'apparaît important juste de mettre l'accent sur ça pendant quelques secondes. Les formulaires d'auto-identification, les gens ne sont pas tous à l'aise avec ça. Il y a des gens qui aimeraient mieux ne pas répondre à ça. Il y a plusieurs malaises et c'est un mal nécessaire, je dirais, par rapport à ce qu'on veut faire. Si on veut vraiment diversifier le personnel, pas juste enseignants, personnel professionnel ou autre dans les institutions, bien, c'est un moyen qui est utilisé à l'image des programmes d'accès à l'égalité en emploi. Si on veut favoriser, bien, il faut connaître notre population, savoir on a combien de femmes, on a combien de personnes qui sont associées aux minorités racisées ou en situation de handicap. Éventuellement, dans un monde idéal, dans plusieurs années, quand on n'aura plus besoin de ça, que ça va vraiment être ancré dans nos pratiques de toujours avoir un souci de diversifier, donc de regarder toutes les candidatures, même celles qui ont des parcours moins linéaires, que des arrêts ou interruptions de carrière, bien, on pourra les laisser de côté, les formulaires en question. Mais pour l'instant, c'est un outil qui est utile, mais il faut, pour que les gens puissent vraiment s'auto-identifier, il faut transformer la culture dans les institutions pour que les gens se sentent en confiance de dire oui, je suis une personne autochtone, oui, je suis une personne non-binaire, oui, je suis une personne comme ci, comme ça, parce que ça fait des années, des décennies, voire des siècles que les personnes sont discriminées et essaient de cacher cette partie-là de leur identité. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur l'inclusion quand on parle de DI, pas seulement sur la diversité, mais c'est important de garder ça en tête. Parfait. Merci beaucoup pour les précisions. C'est très intéressant. Une autre question qui vient d'un participant. Si on cible un groupe en particulier, donc l'exemple de l'Université de Sherbrooke comme les femmes qui étaient sous-représentées, comment on utilise l'approche de l'intersectionnalité? Comment on passe d'une lunette qui est plus précise sur un groupe minorisé en particulier dans une situation précise et comment on peut inclure l'ensemble de toutes les diversités à travers ce processus-là? Alors, je vais me lancer. Je suis moins familier, je ne suis pas un grand expert là, de tout ce qui est intersectorialité et tout ça. Au fond, je pense que ce qui est important, c'est qu'on garde quand même, notre approche était ouverte. Donc, ce n'était pas réservé, sauf les bourses Claire Deschênes, où là, finalement, on avait quand même une très, très, très grande diversité en termes de provenance de pays et tout ça. Alors ça, c'était positif, mais nos approches restent ouvertes. Donc, en partant, on n'exclut pas personne. Des éléments que je n'ai pas mentionnés, parce que bon, le temps manquait, on a changé aussi nos façons d'aller chercher des candidatures, parce que lorsqu'on veut embaucher une personne, le premier bassin, c'est le bassin de candidature. Donc, si je n'ai pas beaucoup de candidatures, ben, je n'irai pas loin. Alors, plutôt que d'y aller simplement par les affichages traditionnels où on attend tout simplement que les gens postulent, on s'est mis en mode beaucoup plus proactif. Alors, les professeurs ont vraiment pris
l'habitude d'interagir avec le réseau qui est souvent très international, dire on cherche une personne dans tel domaine et ainsi de suite, pour aller chercher le plus de candidatures possible. On a assoupli nos règles aussi. L'Université de Sherbrooke est une université francophone, mais quand même, quand on regarde le reste de la planète, c'est très anglophone. Alors, on a mis en place des mécaniques pour accueillir des personnes qui ne parlent pas français. On leur donne 5 ans, finalement, pour apprendre le français. On les forme. Tout ça, ça fait partie de leur apprentissage. Donc, on veille justement à ce que ça se passe bien. Donc, je ne pense pas qu'on a eu... on a concentré nos efforts parce qu'on voulait diversifier le corps professoral en termes de femmes, mais on a gardé quand même les canaux très ouverts et on s'est donné la possibilité, si au final du processus, les personnes qui se démarquent, ce sont 2 hommes blancs, ben, ça s'arrête là. Ça va être la résultante tout simplement du concours. Mais on sait qu'on va avoir fait les efforts différents plutôt que les efforts traditionnels, juste des efforts différents pour aller chercher davantage de candidatures. Ce serait un premier élément de réponse. Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter sur la notion d'intersectionnalité? Une très bonne question, puis je pense que Patrick a déjà bien répondu par rapport à la question qui se pose dans certains secteurs. C'est ce qui arrive quand on regarde dans les secteurs précis. Ben, des fois, c'est un manque de femmes qui est flagrant. Des fois, ben, les populations sont très diversifiées sur le plan ethnique. Je pense à l'université avec laquelle je travaille présentement, que c'est cette réalité-là. Il n'y a pas d'enjeu, puis des fois, c'est par rapport à d'autres populations comme les Autochtones, les personnes en situation de handicap, comme professeur d'université. Dans plusieurs universités, c'est une denrée rare, donc quelque chose de plus difficile, mais en même temps, il n'y a pas un recrutement qui peut être ciblé uniquement, hein, bien qu'on parle beaucoup des femmes en génie, ça fait longtemps, mais on ne peut pas exclure les autres groupes. Donc, comme le disait Patrick tout à l'heure, on ouvre les processus de dotation, d'affichage pour être inclusif, donc pour que toutes les personnes puissent déposer leur candidature. Et après ça, l'intersectionnalité peut entrer en ligne de compte. Il peut y avoir une femme noire, il peut y avoir une femme autochtone, etc., qui a 2, 3 caractéristiques dans son identité qui font en sorte qu'elle est susceptible de vivre des discriminations plurielles ou plus souvent qui sont différentes du fait d'être une femme ou d'être un homme autochtone, etc. Je dirais que pour l'instant, c'est plus difficile à gérer cette question-là de la manière que c'est formulé. C'est un enjeu qui est là, mais pour l'instant, on est encore dans des catégories pour essayer de cibler les personnes. Puis c'est la même chose dans les programmes d'accès à l'égalité en emploi au Québec, au Canada. Je pense aux universités, il y a de plus en plus l'accent qui est mis sur les personnes de la diversité sexuelle et de genre, alors que ce n'est pas encore dans les programmes d'accès à l'égalité en emploi, mais c'est des personnes qui subissent justement des obstacles structurels au quotidien, qui ont des réalités très similaires avec les autres groupes minoritaires, mais on en tient compte justement dans le développement d'une culture où des pratiques sont davantage inclusives. Mais petit à petit, il y a des groupes qui vont éventuellement voir plus de place ou d'autres groupes qui vont apparaître. À partir du moment où on est inclusif, on permet à tous les groupes qui ont des particularités d'accéder à une certaine reconnaissance, voire d'avoir des pratiques qui sont un peu plus équitables pour tenir compte de leur réalité spécifique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des ajouts à faire? On avait l'impression que ça faisait le tour. Oui, parfait. Alors, j'enchaîne avec, oui, peut-être une dernière question, puis après ça, on va conclure. Donc, on parlait des différents groupes, de la diversité, tout ça. Une question qui a trait un petit peu plus aux Premières Nations. Donc, la personne se demandait comment on fait pour aborder les enjeux autochtones au sein de l'EDI sans pour autant noyer la spécificité autochtone et en fait des Premières Nations dans le bassin de toutes les diversités. On sait qu'il y a certaines personnes des Premières Nations qui ne se reconnaissent pas comme étant là, une diversité, puisque ils sont ici depuis plus longtemps que beaucoup d'entre nous. Donc, est-ce qu'il y a une façon particulière d'aborder les enjeux autochtones dans des politiques d'EDI, par exemple? Bien, peut-être je vais me lancer en ce qui concerne notre équipe ici. Alors, au sein de l'équipe, on a des gens qui ont quand même des visions, des spécificités
Alors, chez nous, on a une démarche en autochtonisation. Elle est traitée par une enseignante qui fait la démarche, qui est aussi conseillère pédagogique au sein de notre équipe. On travaille aussi avec notre facilitateur à la vie autochtone. Alors, c'est une partie de notre équipe EDI qui travaille sur cet enjeu-là. On a une partie de l'équipe qui travaille sur toute la question de la diversité de genre et diversité sexuelle et de genre. Puis, on a une partie de l'équipe qui travaille sur toutes les notions d'interculturel. Alors, ben oui, c'est une équipe EDI, mais on sépare quand même nos champs. Puis, ce n'est pas les mêmes personnes qui interviennent dans chacun des dossiers. Fait que moi, je dirais que c'est un peu comme ça que nous, on l'a vu, parce qu'il y a quand même, puis on est d'accord avec toute la question de dire qu'il ne faut pas mêler tout ça, puis surtout au niveau des premiers peuples, mais en même temps, il y a comme un terrain qui est commun aux trois enjeux là, de ces diversités-là. Fait que ça permet d'avoir un tronc commun, puis de gérer chacune des diversités de façon plus personnalisée en fonction des besoins de chacun. Chez nous, on a fait le choix présentement de ne pas, surtout sur la question autochtone, pour nous, il ne sera jamais question d'avoir de politique. On travaille dans une perspective décoloniale et à ce moment-ci, on est encore dans l'aspect où on considère que de venir mettre un cadre pour encarcaner les choses, on est dans un mode très colonial. Fait qu'on verra, l'avenir nous fait évoluer. On ne sait pas où on sera dans 1 an, dans 5 ans, mais présentement, nous, on est plutôt à cette enseigne-là. Merci beaucoup. Très intéressant. Est-ce que Jean-Philippe ou Patrick, vous vouliez ajouter sur cette dernière question avant qu'on conclue? Rapidement, c'est vraiment Lynn qui était la mieux placée pour répondre à cette question-là. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est sûr que les personnes autochtones n'ont clairement pas la même réalité que les autres groupes. Chaque groupe a un peu ses particularités, voire encore plus pour les personnes autochtones. Pour donner une idée de ce qui peut se faire au travail, voire pour attirer les étudiants dans les universités, c'est de tenir compte des pratiques traditionnelles des Autochtones. Par exemple, la chasse. À certains moments de l'année, il y a une préférence pour aller à la chasse plutôt que de travailler et d'étudier. Si on peut avoir des programmes justement d'études qui sont faits en tenant compte de cette réalité-là, voir que c'est prévu dans des conventions collectives parce qu'on veut des travailleurs autochtones, je pense dans le domaine des mines, par exemple, c'est une possibilité. Après ça, l'EDI, je pense que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir, d'avoir des cultures, des pratiques inclusives, mais il peut vraiment y avoir des spécificités. Je pense qu'au Cégep Politique, comme ça peut être fait ailleurs, faire justement affaire avec des organisations spécifiquement autochtones comme Mikana, donc d'avoir des ressources spécialisées quand il y a des enjeux comme ceux-ci, ça peut être une question intéressante. Puis, parenthèse, la même chose s'applique aussi pour le ramadan. Si on est au travail ou si on est dans le milieu d'études, puis il y a le ramadan, il faut à quelque part être en mesure de considérer cette spécificité culturelle si on veut être inclusif et non pas faire comme si c'était un choix personnel. Ça fait partie des cultures qui sont très anciennes. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Donc, je n'ai pas eu l'opportunité d'être beaucoup confronté à ça. Par contre, ce que ça fait écho beaucoup pour moi, c'est la question de l'inclusion. Travailler beaucoup sur à ce que ces personnes-là soient bien incluses, éviter l'effet pervers aussi qu'on peut voir. On a parlé tantôt un petit peu, mais l'autochtone de service. Donc, on a dans d'autres facultés, pas dans la faculté de génie, mais dans d'autres facultés, il y a des projets, finalement, on veut développer des activités qui sont plus spécifiquement destinées aux personnes autochtones. Et ça, à ce moment-là, pour moi, ça devient important que ces activités-là soient conçues en tenant compte effectivement de la réalité autochtone. Il ne faut pas que la personne devienne l'autochtone de service. Au contraire, c'est vraiment d'aller voir quelles sont ses forces, quels sont les éléments que cette personne-là peut apporter pour tout simplement bonifier ou améliorer finalement l'expérience pour les personnes. Mais le futur me permettra de vivre davantage ces enjeux. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos réponses aux questions. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, au nom de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, je remercie nos panélistes, Jean-Philippe Beauregard, Lynn Coulombe, Patrick Doucet et Emmanuel Dufault qui étaient avec nous en pensée pour leur présentation et leurs réponses aux questions.
Je remercie aussi toutes les personnes participantes qui ont assisté à l'événement. Vous recevrez sous peu un questionnaire d'appréciation. En fait, il est déjà dans votre boîte courriel. On vous remercie de prendre quelques minutes pour le remplir. Aussi, je vous mentionne de nouveau que le webinaire a été enregistré. L'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation des panélistes et des ressources complémentaires sur le site web de l'ORES. Donc, en temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Pour connaître les prochaines activités de l'ORES, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, à consulter notre site web ou encore à vous inscrire à notre infolettre. Donc, je vous remercie chaudement et je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes. Merci. Au revoir.